Bonsoir, je salue les participants à ce cercle des managers d'immobilier, sans doute un peu particulier. Quand je vois le succès que nous avons, ce sont 650 personnes professionnelles de la filière, incontestablement, mais aussi, on le sait, représentants des pouvoirs publics, journalistes qui se sont inscrits, qui sont avec nous. Alors, un peu particulier parce que la période est très éprouvante pour une grande partie de la filière immobilière et on a fait le choix, avec en particulier le président du cercle qui va nous dire quelques mots tout à l'heure, de ne pas y aller par quatre chemins et d'aborder le sujet des menaces qui pèsent sur la transaction et sur les femmes et les hommes qui font la transaction. Sans doute pour faire un rapide constat, si besoin est, mais surtout pour proposer des solutions aux agents immobiliers et aux négociateurs, quelle que soit leur position, leur statut. Voilà, c'est l'enjeu de cette soirée. Je n'explique pas le choix du sujet. Si je devais le faire, les chiffres, on les a aujourd'hui, qu'il s'agisse de vente de logements neufs, maisons individuelles, collectifs, on est à moins 40%, une situation inédite. Voilà, j'en parle avec presque 35 ans d'expérience de ce secteur, voilà, de mémoire de professionnels. On a une situation très éprouvante. S'agissant du marché de la revente, on a des chiffres qui sont moins stabilisés que pour le neuf, qui dispose d'observateurs. Mais en toute hypothèse, on est à un tiers, en gros, du marché versus 2022 qui vole en éclats. Tout à l'heure, des chiffres d'un grand observateur, un grand courtier en crédit, notait que 40% des ménages aujourd'hui ne passaient pas. Voilà, donc on a des indicateurs qui sont extrêmement sombres et dans la vie quotidienne des professionnels de la transaction, ce que j'appelle le café du commerce, affectueusement, on entend évidemment des témoignages inquiétants avec des situations pour lesquelles, qui forcent le respect. Voilà. Donc, je voudrais remercier les 4 personnalités qui ont accepté d'être avec nous, parce que ce n'est pas un sujet facile à aborder et qu'on va leur demander, comme à chaque fois, beaucoup de franchise, beaucoup de simplicité dans leurs propos. Alors, je les remercie par ordre alphabétique. Je salue mon camarade, j'ai plaisir à dire que nous sommes camarades d'école, Christophe Dupont-Avis. Il est le président fondateur d'Efficity. Je vous renvoie, pour en savoir beaucoup plus sur chaque intervenant, au site du Cercle des managers. Vous y avez des biographies qui vous disent l'essentiel du parcours de nos invités. Mais bon, on peut dire que Christophe est un serial entrepreneur et qu'aujourd'hui, il est à la tête de cette entreprise, il nous en dira deux mots, qui est désormais dans le giron d'Emeria. Voilà, on disait Foncia à une époque. Je salue à sa suite. Alors, c'est un plaisir, c'est un honneur aussi. On a avec nous Fabrice Larceneux. C'est un homme qui, chercheur, enseignant, normalien, agrégé docteur en sciences de gestion, a fait le choix d'appliquer ses recherches et son enseignement à notre secteur d'activité et en particulier à la stratégie des entreprises immobilières, au marketing. Il est le co-auteur avec Hervé Parent, j'insiste sur le prénom, Hervé Parent, vous verrez pourquoi après, qui est le fondateur du salon Rent. Il est le co-auteur de l'ouvrage Marketing immobilier, voilà, que j'ai eu l'honneur de préfacer, et encore dans cette édition, voilà, il y a quelques témoignages et j'ai pu m'y exprimer. En tout cas, on remercie beaucoup Fabrice d'être avec nous et de nous faire partager ses lumières sur ce sujet. Bonjour, monsieur le professeur. On t'entend? Non, on ne t'entend pas. Il n'y a pas de micro. Voilà. C'est un bonjour, mais c'est bien si on entend ta voix. Alors, à la suite. Là, vous m'entendez? Voilà, ça y est, c'est bon. Ah voilà, oh pardon. Ben voilà, c'était un bonjour, c'était un honneur d'avoir cette introduction, cette présentation, et encore un honneur d'avoir eu la chance d'avoir la préface de Henri Buzy-Cazot. Écoute, mais il y a des personnes plus illustres que moi aussi qui s'y sont exprimées. En tout cas, c'est devenu un ouvrage de référence. C'est la 4e édition, je le lis volontiers. C'est un ouvrage de travail pour ceux qui se préparent au métier et pour ceux qui le font. Voilà.
Alors, à la suite de Fabrice Larceneux, comparse d'Hervé Parent, c'est Gilles Parent, que je salue. Les deux se connaissent d'ailleurs. Bon, Gilles est le patron d'abord d'un groupe éponyme, la compagnie immobilière Parent, qui intervient en transaction, pas seulement, mais en transaction immobilière, c'est le sujet du jour, dans des communes du sud de Paris. Et puis, à sa suite, allô. Hop. Oh, putain, c'est pas vrai. T'entends? Allô? On entend tout. Oui, on entend, mais on ne me voit plus. Et je pense qu'il y a quelque chose. On te voit. Si, on te voit, Henri. Oui, vous me voyez, mais c'est moi Oui, je vous vois tout à fait. plus, parce qu'il Tu faut peux continuer. entendre de nouveau. Alors, je continue à parler, en tout cas, vous me verrez le moment venu. Je voudrais dire aussi que Gilles Parent, voilà, ça y est. Une petite interruption, c'est des aléas du direct. Gilles est aussi, et c'est peut-être surtout à ce titre qu'il est avec nous, parce que ça lui donne une vision panoramique, il est le directeur général d'un réseau d'agents qui s'appelle les Agences Réunies, et il nous le présentera tout à l'heure rapidement. Et puis enfin, elle est la dernière par ordre alphabétique, même si la galanterie aurait dû me faire la citer d'abord, Stéphanie Usan, que je remercie d'être avec nous. Elle est une formatrice, une consultante en stratégie commerciale pour l'immobilier, tout particulièrement pour le métier de la transaction, les négociateurs, les agences, et elle intervient dans des écoles honorables. J'ai la fierté qu'elle fasse partie du corps professoral de l'IMSI, mais elle est aussi dans d'autres écoles que je salue avec confraternité. Je pense à VHS Immobilier, l'école du SNPI. Voilà, je vous remercie tous. Benjamin, à ma suite, va dire quelques mots et on entre dans le vif du sujet, bien sûr. Merci Henri pour cette présentation. En fait, on peut se rendre compte que notre marché est à l'arrêt. Alors on dit moins 30% en 2023 en volume, environ 850 000 ventes. Devant l'euphorie de ces dernières années, on peut se dire que ce n'est pas très grave et que ça aurait pu être normal. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, le deuxième semestre 2023 sera beaucoup plus catastrophique que le premier semestre 2023. Que l'augmentation des taux, tout le monde nous dit « ne vous inquiétez pas, cela va s'arrêter et on ne voit rien venir ». Les conséquences, elles sont directes. La désolvabilisation des ménages est de pire en pire. Ils n'arrivent plus à avoir un crédit. Il n'y a plus de transactions. Alors, qu'attendons-nous? Pourquoi personne parle de nous et de ce que nous vivons? Si on rajoute en plus à cela un marché de la location qui est saturé, nous n'avons aujourd'hui plus rien à louer. Et nous ne recevons d'ailleurs plus de congés, ce qui est un signe que effectivement il y a un arrêt de la transaction et donc une situation catastrophique. Alors là, vous avez tous les ingrédients pour faire souffrir une filière immobilière et donc avoir des conséquences catastrophiques. Ce que nous demandons, c'est une prise de conscience collective. Vous savez, dans notre cercle, on a une qualité, c'est d'être réaliste et de parler vrai. Alors, je vais en profiter pour remercier toutes les personnalités qui sont présentes et qui ont accepté de parler, comme je vous l'ai dit, sans tabou, avec toute leur expertise. Et nous espérons tous ensemble pouvoir sortir avec des solutions de cette conférence. Merci beaucoup. Je mets deux chiffres sur les propos de Benjamin. La filière, alors la filière aval, si je puis dire, les professionnels de la transaction, ça représente de l'ordre de 40 000 entreprises, agences immobilières, qui pour certaines font d'autres métiers, on va en parler, et de l'ordre de 100 000 négociateurs, femmes et hommes, au service de la vente des logements neufs ou existants. Voilà. Donc une filière qui compte, qui pèse, et c'est de cette filière-là qu'on va parler. Gilles, bon, il n'y a pas d'ordre parce que vous avez chacun des points de vue qui sont appelés à être complémentaires, hein, avec des façons d'exercer le métier ou de voir le métier différentes des autres. La situation des agences du réseau, et tu vas nous donner une petite fiche d'identité déjà des agences réunies, si tu veux bien. La situation que tu constates dans la profession, tu es aussi membre de l'Assemblée générale de la FNAIM, donc
ce syndicat te donne aussi une vision plus large, incontestablement. Quelles sont les agences qui sont fragilisées? J'évoquais la diversification. Quelles sont celles dans ton réseau qui se sont diversifiées? Est-ce que cette diversification est une solution dans la période qui vient d'être évoquée? Les synergies, est-ce qu'elles permettent en effet de donner de l'oxygène? Voilà. Et quels sont les réflexes des agents immobiliers dans cette période-là? Je te demanderai aussi après l'apport que fait ton réseau, peut-être plus spécifique, même si vous êtes là en permanence pour accompagner les agences, mais est-ce que vous faites une surpression aujourd'hui avec des services et un accompagnement particulier? Bien. Alors, déjà, pour présenter le groupement Agences Réunies, le groupement a été créé il y a 25 ans, de la volonté d'agents immobiliers de simplement se réunir pour deux choses. La première, faire des économies d'échelle en étant plus nombreux. Voilà. Et la deuxième chose, augmenter le chiffre d'affaires par des intercabinets et apporter des compétences complémentaires. Donc ça, c'est forcément pleinement d'actualité, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que les agences immobilières sur le secteur recherchent. Je ne vais pas dresser le portrait morose actuel, puisque tu l'as très très bien fait avec Benjamin il y a exactement 2 minutes. Mais on constate en fait au niveau du groupement Agences Réunies, puisqu'on est quand même, on a une visibilité sur 350 agences immobilières indépendantes, on constate qu'il y a une France entière, pour parler de dispersion géographique, France entière ou avec une concentration? Non, France entière, vraiment France entière. Voilà, on est à 360 d'ailleurs maintenant. Alors on constate deux choses. La première, c'est une grosse inquiétude. Voilà, une grosse inquiétude et de temps en temps un peu une morosité qui s'installe chez ceux qui ne font que de la transaction, donc qui ont réellement besoin d'un soutien. Et de l'autre côté, on constate en fait une nécessité d'accompagnement qui est très très importante. C'est-à-dire que Marc Julien, président du groupement, et moi-même, on est fiers des membres parce qu'on pensait perdre plusieurs membres rapidement et en fait, nous avons perdu quelques membres, mais nous en récupérons aussi beaucoup. Beaucoup qui sont seuls, inquiets, qui n'ont pas envie d'adhérer à un réseau pour payer des royalties ou on va dire un pas de porte ou un droit d'entrée, et qui cherchent simplement à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je dis la France entière, c'est très important parce qu'il y a des secteurs et des régions qui sont complètement différents d'autres et où l'agent immobilier se retrouve seul. Et difficile pour lui d'appréhender ce marché parce que, un, il n'a pas les échanges et les partages d'expérience, et deux, il n'a pas les outils. Donc, c'est l'intérêt d'avoir, on va dire, un groupement. C'est clair qu'en fonction des secteurs, vous l'avez dit, et je le redis, on constate aussi une perte de chiffre d'affaires très importante, entre 20 et 30% pour certaines agences, et dont un besoin de trésorerie qui est vital aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de subir une crise, parce que c'est réellement le mot. Hein. Beaucoup se cachaient pendant un moment en disant c'est juste un réajustement. Moi, je dis non, c'est une crise, c'est une vraie crise, et qui intervient quand même après 2 années où on était frappé par le Covid. Et ces années ont été difficiles parce que les entreprises ont été obligées de prendre des PGE, prêts garantis par l'État, et aujourd'hui doivent y faire face. Donc, en fait, pour répondre à tes questions, la première, j'ai répondu, c'est l'ambiance générale au niveau national. Après, ta question était, est-ce que certains ont apporté, on va dire, ou se sont mis à faire des compléments de métier, comme par exemple la gestion et d'autres? Eh bien, au sein du groupement Agences Réunies, nous avons justement, on a plusieurs clubs, on a un club pro où justement nous apportons, pour augmenter le chiffre d'affaires à bon nombre des membres, en fait, des métiers additionnels aux leurs. C'est-à-dire que tout ce qui est viager, tout ce qui est commerce, tout ce qui est bureau, tout ce qui est neuf, immobilier neuf, foncier, en fait, on leur apporte. Et je prends un exemple, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'ai un confrère qui me dit, écoute Gilles, c'est extraordinaire, parce qu'auparavant, on me demandait si je faisais du viager, je disais non, il faut aller voir un viagériste, allez voir un spécialiste. Aujourd'hui, grâce au groupement Agences Réunies, je peux dire à mon client, écoutez, entrez, il n'y a aucun souci, on va faire une visite ensemble, je vais vous faire établir une valeur vénale, et grâce à cette valeur vénale, on va pouvoir vous faire des propositions. Vous avez 4 propositions avec une grosse rente, une petite rente, un gros bouquet, etc., etc. Et en fonction de ça, vous avez un choix, puisque nous avons un viagériste qui travaille chez nous, et nous avons des sorties par des foncières. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à faire 2 intercabinets
que je n'aurais jamais fait. De toute façon, je ne faisais pas ça, ce métier-là, et j'ai appris. Et donc, certains se mettent au neuf, d'autres au bureau, au commerce, et ça, c'est très important. Je pense que effectivement, on peut faire de la gestion aujourd'hui, et c'est un complément indispensable pour certaines agences. Mais il n'y a que les gros cabinets de gestion qui peuvent s'en sortir, parce que celui qui fait un peu de gestion et un peu de transaction, quand il n'y a plus du tout de transaction, c'est l'arrêt total. Et là, c'est très compliqué. Il faut savoir que sur certains secteurs, alors pas forcément la région parisienne qui est assez touchée quand même, mais il y a certaines agences qui n'ont pas fait de vente depuis 3 mois. Et ça met non seulement l'agence en péril, mais aussi l'équipe. Parce qu'il faut penser à l'équipe. Moi, on me disait la dernière fois, mais vous avez mis en place de la formation, c'est bien. Mais je lui dis, la formation, c'est une chose, mais aujourd'hui, c'est une formation qui est tournée vers le mental, vers le comment passer cette crise. Parce que les commerciaux sont aussi, ainsi que les directeurs d'agence, les premiers qui sont touchés, qui ont une perte de leur pouvoir d'achat, qui voient bien sûr leurs clients acquéreurs perdre leur pouvoir d'achat pour acquérir, mais eux aussi ont une perte de ce pouvoir d'achat. Et c'est très compliqué à les garder. Donc pour ça, on a des outils, bien entendu, qui sont des outils de formation, et on va en revenir après par la suite de ce que nous avons mis en place au niveau du groupement Agence Réunie. Mais c'est clair qu'il faut retenir une chose, c'est que il faut aujourd'hui avoir une réaction de chef d'entreprise, il faut anticiper, il faut réduire les coûts, forcément. Il y a forcément des coûts qui ne sont pas absolument nécessaires. Il faut motiver ses équipes et puis être avec eux. Parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise qui n'est pas dans son agence immobilière et qui laisse son équipe poursuivre son expansion, ça n'arrive plus, c'est fini, c'est terminé. Le monde a changé. Et alors, juste un petit mot pour les politiques, parce que ça, c'est une catastrophe. Quand j'interroge au sein du groupement et qu'on se pose des questions, on nous dit tous, mais les fédérations dont tu parlais, dont je fais partie, je suis administrateur sur Paris, de la FNIM, les fédérations et les syndicats comme l'UNIS montent au créneau systématiquement, et en fait, il n'y a pas de résultat. On a l'impression qu'il y a un immobiliste complet du gouvernement, de l'État, et c'est vrai que tous me disent, mais notre président préfère favoriser la finance et n'aime pas l'immobilier. Mais ça se ressent sur le terrain, réellement. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs questions en réaction à tout ce que tu as dit, tes confrères au sein du réseau, ils continuent à attendre de la décision publique une solution, ou est-ce qu'ils se disent, on va travailler le marché, je pense à la baisse des prix, qui est un moyen de resolvabiliser clairement la demande. Elle est à l'œuvre, mais est-ce qu'il y a peut-être des formations aussi là-dessus? Est-ce qu'ils travaillent là-dessus, ou est-ce qu'ils se disent on va attendre un prêt providentiel, une aide providentielle du gouvernement? Non, ils ont fait une croix dessus depuis longtemps. Ils se sont aperçus qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, personne n'a réagi. Peut-être une réaction, peut-être au niveau du DPE, qui est une catastrophe aussi. Non seulement ce que disait Benjamin pour la location, je vois tellement de candidats locataires qui restent vraiment sur le terrain à ne pas trouver de logement pour se loger, simplement pour se loger. Je vais prendre juste un petit exemple rapide. J'ai 2 propriétaires qui viennent me voir. Je gère 3 studios pour eux sur Paris, dans le 14e arrondissement. Et ils me disent, Gilles, c'est fini, on met en vente. On nous a mis le plafonnement du loyer, donc on a perdu forcément la rentabilité. On doit faire 13 000 € pour changer l'étiquette énergétique pour pouvoir louer correctement notre logement après 2025. Ça va en plus nous réduire la superficie, donc on va louer encore moins cher. Et en plus de ça, on nous augmente la taxe foncière. C'est terminé. On a 70 ans chacun, c'est terminé. C'est fini, on vend. Et avec des réactions comme ça, malheureusement, on se rend compte que ce marché, ça devient une catastrophe. Donc oui, il faut de la formation. Et oui, surtout, par rapport à ce que tu disais, les membres du groupement Agence Réunie n'attendent plus rien de cet État. Ce qu'ils veulent simplement, c'est déjà que les syndicats continuent à nous défendre, pour peut-être qu'un jour, une voix s'entende, mais surtout, revenir notre métier de base. Et effectivement, la formation en fait partie, c'est-à-dire qu'on va retrouver notre vrai métier d'agent immobilier, à conseiller nos clients, à faire une expertise réelle des prix du marché, et surtout avoir un argumentaire professionnel vis-à-vis de nos bailleurs et nos clients vendeurs, pour leur expliquer qu'il est nécessaire de s'adapter, parce que si certains restent sur leur position, leur projet n'aboutira jamais. Alors, il y a ça, et je pensais aussi, tu parlais, très intéressant, de diversification dans la transaction, mais avec des produits nouveaux. Tu as cité le viager, tu as cité le neuf.
sujet très, très important. Tu as parlé de diversification dans la gestion, mais tu as aussi mis des limites, en quelque sorte, à cette diversification, des structures plus importantes plutôt que les autres. Le lien, les partenariats, les liens avec des courtiers en crédit, voire des banques. Dans cette période, on l'a dit, le problème, c'est de trouver le crédit pour l'acquéreur. C'est indispensable. Voilà. Est-ce que là aussi, on ne l'avait pas un peu perdu de vue, parce que depuis 15 ans, en fait, le client, il avait son crédit aisément, on n'avait pas à s'en soucier. Est-ce que quelque chose est mis en œuvre? Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce que tes confrères se rapprochent d'apporteurs de solutions? Nous avons au sein du groupement, en fait, on a 60 services. Et dans ces services, on répond en fait à chaque problématique. Aujourd'hui, par exemple, il y en a deux qui sont très importantes. La première, c'est les agents commerciaux. Ce que je disais tout à l'heure, leur pouvoir d'achat est catastrophique. Et c'est vrai que eux ont besoin d'une sécurité. Donc, on a développé un partenariat avec le portage salarial, voilà, avec la société FCI. Et pour répondre à ta question précisément, on a développé aussi un partenariat avec un groupe qui s'appelle Artemis Courtage, oui, et qui sécurise en fait le financement de tous nos acquéreurs. C'est-à-dire que dès qu'on a une offre d'achat, dans les 24 heures, on a une étude de faisabilité pour être le plus réactif possible. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a une offre, le temps de pouvoir faire le compromis de vente, or nous on le fait en interne et on préconise à tous les agents immobiliers de le faire en interne pour être le plus rapide possible, pour pouvoir demander une offre de prêt très rapidement, parce que maintenant, en 3 semaines, ça change. Vu que le taux d'usure augmente tous les mois, même si on va dire son augmentation a légèrement ralenti, mais vu qu'il augmente tous les mois, il peut y avoir un accord de prêt en milieu de mois et un refus 3 semaines plus tard. Donc oui, pour répondre à ta question, on a bien sûr un accord privilégié avec Artemis Courtage qui suit tous nos clients. D'accord. Et dernière chose, quelle est la proportion, si on parle de gestion, de tes confrères, tu en fais partie, je crois, qui font de la gestion, que ce soit de la gestion locative ou de la gestion de copropriété ou les deux? Alors, gestion de copropriété, on a à peu près 20% des membres. D'accord. Par contre, gestion classique, administration de biens, on a à peu près 50%. Parce que beaucoup d'agences sont des agences de taille moyenne ou importante et donc ont un portefeuille gestion. Voilà. Il faut savoir que la réaction aussi de ces agences, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ça ne suffisait pas d'avoir simplement un portefeuille gestion, mais nous avons chez nous, comme moi, puisque je l'ai fait à titre personnel, on recentralise, on va dire, certaines agences. C'est-à-dire que moi qui avais 5 agences, je vais en avoir plus que 3, mais je vais recentraliser en fait mon équipe, parce que je ne veux pas changer l'équipe, bien au contraire, je veux être prêt. J'espère, je pense qu'on a 9 à 10 mois où on va avoir quelques difficultés, voire plus, parce que malheureusement, on n'a aucune visibilité. Mais on fait tout pour sécuriser notre outil de travail. Et là, c'est notre rôle de chef d'entreprise de faire des choix. Et effectivement, le choix de fermer 2-3 agences quand on en a plusieurs est un choix qui est stratégique et qui est nécessaire. Parfait. Je retiens aussi, c'est une partie majeure de ton propos, que la tentation aujourd'hui des professionnels, c'est plutôt d'entrer dans une collectivité, dans un groupement, pour y trouver des repères, se comparer, avoir des solutions, plutôt que de rester seul ou de sortir d'un groupement dans lequel ils sont. Mais il y a la question du prix, tu l'as évoqué aussi, c'est peut-être... il y a une attractivité sûrement des agences réunies qui aujourd'hui vous sert, c'est clair. Ouais. Merci beaucoup, on va revenir vers toi. Alors, Christophe du Pont-Avis, bon, encore une fois, pas d'ordre, un peu quand même, parce que le modèle que vient d'évoquer Gilles Parent, qu'il incarne, c'est celui des agences immobilières, on va les caractériser comme traditionnelles, voilà, qu'elles n'y voient pas offense, mais en tout cas avec, ils viennent de le dire, des structures qui ont un coût qu'il faut supporter, peut-être réduire à certains moments. Ceux qui ont tendance à se succursaliser, c'est peut-être pas aujourd'hui que ils vont poursuivre ce mouvement, ils vont même revenir en arrière. Et puis, il y a un autre modèle alternatif, désormais installé dans le paysage, qui est celui des réseaux de mandataires. Alors, tu vas nous présenter Efficity, ce n'est pas qu'un réseau de mandataires, mais c'est aussi ça. Et la question qui me vient, bien sûr, c'est de savoir si ce modèle-là, je ne suis pas le seul à me la poser, il est aujourd'hui plus éprouvé ou moins éprouvé, voilà, comment il ressent la tempête qui souffle aujourd'hui. Et après, je te poserai d'autres questions. Merci Henri. Tout d'abord, en fait, Efficity, effectivement, c'est un réseau de mandataires donc, qui s'est créé en 2007
et qui est un réseau qui vient d'Atec, puisque aujourd'hui on est le deuxième acteur français de l'estimation immobilière en ligne. Donc on fait 150 000 estimations par mois sur le site Efficity, ce qui veut dire que ça génère quand même un certain nombre de contacts de propriétaires ou en tout cas de projets de vente. Alors notre mission à nous, en fait, si on parle du siège d'Efficity, c'est d'aider des entrepreneurs à créer et développer leur business dans l'immobilier, donc avec la tech dont j'ai parlé, mais avec une plateforme entière de tech, et avec un modèle particulier, mais qui est, comme tu disais, installé maintenant dans le paysage, hein, qui est un modèle de mandataire, et qui a la particularité chez nous d'être organisé en marketing de réseau. C'est-à-dire que les mandataires qui rentrent dans notre réseau sont des entrepreneurs plus que des mandataires, qui à la fois vont vendre des biens, mais vont aussi créer et animer leur propre réseau de mandataires. Et donc, ce qui leur permet aussi de marcher sur deux jambes, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent à la fois en faisant des ventes, mais également en développant le réseau. Et donc, il y a une redistribution de la commission qui est très très forte, puisqu'on redistribue entre 70 et 80% de la commission aux négociateurs immobiliers, enfin qui ne s'appellent pas négociateurs en l'occurrence, mais à nos consultants immobiliers. Mais donc il y a un partage qui est lié en fait au volume qu'on fait, qui est important vis-à-vis des mandataires. Et en tout, on distribue entre 80 et 90% du chiffre d'affaires, puisqu'en fait la rémunération entre guillemets de coaching en fait correspond à 12% du chiffre d'affaires en tout. Donc on est un modèle qui est très très redistributif, qui marche sur deux jambes, la production et le développement du réseau, ce qui permet d'amortir quand même le choc du marché, qui est, je le nie pas, assez important. Mais je voudrais quand même mettre un tout petit peu de lumière sur ce marché un peu sombre. La première chose, alors nous on vient il y a 15 ans on n'existait pas, on est un modèle qui est tech, donc qui a mis un peu de temps à faire ses preuves. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc on est une société installée. On a entre 2500 et 3000 mandataires qui travaillent pour Efficity. Les années précédentes, on était plutôt sur des taux de croissance de 40%. Donc on était dans un univers très très favorable avec du vent et c'était facile de naviguer. Et aujourd'hui, sur un marché qui est à moins 30% volume, nous on perd 15%. C'est-à-dire qu'on est, si on regarde les chiffres au global, hein, sans nier des problématiques individuelles, si on regarde les chiffres au global, on est dans une situation paradoxale parce qu'on gagne des parts de marché, mais on perd du chiffre d'affaires. Donc il y a aussi, donc je tiens à souligner ça, hein, on ne peut pas se satisfaire de cette situation vu de là où on vient, mais il y a quand même en fait une résilience du modèle qui est assez forte, même si des mandataires quittent le réseau. Et même si, entre guillemets, le fonds de commerce d'une société comme Efficity, jusque-là, c'était la reconversion professionnelle, donc des gens qui venaient plutôt pas du marché de l'immobilier qui nous rejoignaient, se tarit, puisque j'imagine que si vous êtes cadre chez L'Oréal et que vous allez voir votre femme le soir en disant « je démissionne de L'Oréal pour devenir indépendant dans l'immobilier en ce moment », théoriquement, il va y avoir une discussion assez serrée pendant la soirée. Donc, on peut dire que, sauf exception, puisqu'il y a toujours des entrepreneurs qui rejoignent notre réseau qui ne faisaient pas d'immobilier auparavant, mais le gros de cette source, le volume de cette source, c'est un peu tari. En revanche… Pardon, je t'interromps, c'est vraiment corollaire de ce que tu viens de dire. Ceux qui quittent le réseau, c'est ta phrase, est-ce qu'ils ne quittent pas le métier? Ah si, là, pour la plupart, en fait, ils quittent le métier. Donc, ceux qui partent, c'est ceux qui étaient… Enfin, nous, notre analyse, c'est que les personnes qui partent seraient parties quoi qu'il arrive, puisqu'ils avaient un niveau de chiffre d'affaires qui était pas suffisant pour être mandataires et pour pouvoir subvenir à leurs charges. Ça s'explique assez bien, hein. C'est souvent des gens qui étaient salariés auparavant qui deviennent entrepreneurs ou indépendants et c'est compliqué, c'est pas exactement les mêmes problématiques, à la fois personnellement, en termes d'organisation et puis en termes financiers. Et puis il y a des gens qui sont pas faits pour ce métier et puis voilà, donc ils essayent et ils repartent. Donc disons que la situation actuelle du marché accélère ce départ, mais c'est plutôt des personnes qui de toute façon auraient été peut-être en double activité, mais en tout cas pas dans une condition sur le marché qui leur permettait vraiment de survivre. D'accord. Et je nie pas le fait que globalement le marché est plus compliqué, hein, donc il faut changer aussi, peut-être on en reparlera après, mais il faut changer ses méthodes de travail, il faut travailler plus pour faire autant de ventes, donc je nie pas du tout ça. En revanche, ce qu'on voit, et ça on le voit depuis 4 mois, il y a 150
traditionnels de l'immobilier, comme tu les appelles, Henri, qui ont rejoint les rangs d'Efficity. Donc en fait, la nature des personnes qui rentrent dans le réseau change de manière assez forte, puisqu'aujourd'hui, en fait, on intègre plus de professionnels de l'immobilier traditionnel, enfin de personnes qui faisaient de l'immobilier auparavant, qui étaient dans des agences traditionnelles et qui nous rejoignent, qui sont à la fois en fait des personnes qui viennent avec leurs équipes, donc potentiellement des agences qui ferment ou qui sont en difficulté et qui décident de changer de modèle, ou bien des négociateurs qui veulent changer de modèle. Alors, pourquoi ils viennent chez nous et finalement, ça explique un petit peu la résilience du modèle. Ouais. C'est que globalement, quelqu'un qui monte une équipe chez Efficity, il a une structure light en fait. Il a une structure de coût qui est très light, puisque tout le monde est indépendant. Il y a une redevance mensuelle à payer qui est un petit peu moins de 200 € par mois. Et pour ça, en fait, on a tout. C'est-à-dire, on a toute l'infrastructure pour exercer le métier de consultant immobilier, la communication dans tous les grands sites, de la formation, du coaching. Donc, en fait, on est une structure assez light. Et donc, finalement, c'est assez avantageux dans cette période-là, en fait, d'être light, de voyager léger. Ça me fait penser à la phrase de Sénèque, je sais que tu aimes bien la philosophie, qui dit c'est être riche que de dépenser peu. Et donc en fait, on est un petit peu dans cette situation-là où avec des structures light, on arrive un peu plus à amortir les chocs. Oui, alors ça veut dire d'ailleurs, très intéressant, que dans le nuancier des réseaux de mandataires, parce que vous êtes aujourd'hui, bon, on dit qu'il y aurait de l'ordre de 200 réseaux de mandataires, mais il y a surtout, allez, on va dire 15 ou 20 enseignes qui tiennent le haut du pavé. Bon. Et il y a des vraies différences de staff, des vraies différences de prix, de services aussi, de package pour les consultants. Donc aujourd'hui, vous aviez fait le choix d'être plus léger, d'être moins cher que d'autres, en clair, d'apporter des services équilibrés par rapport à d'avoir un bon rapport qualité-prix, disons, et c'est le moment d'apprécier ça, quoi. Alors, je pense qu'en fait, oui, on a une structure légère, mais à peu près comme tous les réseaux de mandataires. Enfin, c'est inhérent au modèle des réseaux de mandataires. Mais avec des différences, on va dire. Donc oui, il y a bien sûr des différences, mais c'est inhérent au réseau de mandataires que d'avoir une structure light et d'avoir un niveau de redistribution du chiffre d'affaires important vis-à-vis des producteurs du chiffre d'affaires. Oui. Donc ça, c'est, enfin, je veux dire, je pourrais vous dire qu'on est les meilleurs dessus, mais en fait, c'est inhérent au modèle. Ce qui est particulier chez nous, c'est que nous, on a décidé, enfin, je partage complètement le point de vue de Gilles. En fait, j'attends pas grand-chose des pouvoirs publics en la matière. Je ne sais pas comment vont se comporter les prix. Ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas un effondrement des prix, que peut-être on pourrait trouver salutaire parce qu'il purgerait un petit peu le marché, mais en tout cas, cet effondrement des prix n'arrive pas, même si les prix sont baissiers. Il y a quand même un peu de lumière au bout du tunnel parce que les banques qui arrêtaient de prêter reviennent sur le marché, même si c'est plus compliqué qu'il y a 2 ans, et ça, on est d'accord dessus. Mais donc, j'attends pas grand-chose des pouvoirs publics, mais ce que je fais, en tout cas, c'est que je suis en soutien de l'ensemble de mon réseau, je suis en soutien de tous les projets entrepreneuriaux, et je suis plutôt dans une période où j'investis, et ça peut paraître un peu contre-cyclique, mais je ne le crois pas, en fait. Je pense que c'est un bon moment pour investir. Alors, un petit peu comme Gilles disait, on fait de la gestion locative. Aujourd'hui, on gère 3000 lots en gestion locative. Donc, c'est un business qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. On fait des fonds de commerce. Enfin, on a mis d'autres cordes aux arcs de nos mandataires pour qu'ils puissent diversifier leur chiffre d'affaires. Néanmoins, on fait 90% de notre chiffre d'affaires sur des transactions résidentielles dans l'ancien, et ça reste notre cœur de métier. Mais on a décidé, en fait, dans ce moment qui est plus difficile, même si j'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt mieux que le marché, de continuer d'investir et de se dire finalement, on pourrait rentrer dans ce climat de sinistrose ou être comme des lapins dans les phares en se disant c'est compliqué, qu'est-ce qu'on doit faire, on n'a pas de visibilité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est du business et aider notre réseau à faire du business. Donc, on continue d'investir. On a des lignées, puisque en fait, les organisations au sein d'Efficity s'appellent des lignées, qui sont en croissance, même sur des marchés en décroissance. Donc, on voit que, quand même, quand on adapte sa façon de travailler, alors ça demande plus de travail, on réussit quand même à sauver les meubles, voire à faire un petit peu de croissance, même si ce n'était pas du tout les taux de croissance qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Justement sur la croissance, aujourd'hui, vous arrivez encore, je vais utiliser un mot qui est impropre, puisque ce ne sont pas des salariés, mais à recruter
à séduire, à attirer. Est-ce que vous n'avez pas un problème de robinet et de bonde? Pardon, ce n'est pas des jolies images, mais en clair, vous perdez des mandataires, tu l'as dit, même s'ils se répartissent, mais enfin, en attendant, vous les perdez et ils ne produisent évidemment plus du tout. Et puis, vous devez en attirer d'autres parce que la croissance, elle repose sur le nombre de bras quand même. Hein. Alors, alors je pense qu'en fait, si on regarde le paysage global du marché des mandataires, ça a été un paysage qui a été drivé par le volume et par des modèles entre guillemets assez darwiniens, en fait, où il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui étaient, comme je disais tout à l'heure, plutôt de la reconversion. Ce modèle, il est largement tari aujourd'hui, donc on n'est plus sur le volume. En termes de volume global, l'ensemble des réseaux de mandataires, et nous aussi, on perd des personnes, hein, comme je te disais tout à l'heure, mais la nature des gens qui rentrent dans le réseau a changé, et aujourd'hui, ce sont des pros qui viennent dans notre réseau, sont des pros qui viennent rechercher une redistribution plus importante et des structures plus légères. Et alors, est-ce qu'une autre catégorie de conseillers des réseaux mandataires, hein, historiquement, tu parles des reconvertis, certes, et puis il y a aussi ceux qui ont plusieurs activités, plusieurs métiers. Pour moi, je n'ai jamais considéré qu'ils étaient méprisables, mais c'était une race nouvelle, si je puis dire. On a vu arriver des personnes qui travaillaient avec un conjoint, en même temps étaient négociateurs, pouvaient avoir un métier proche de l'immobilier, je ne sais pas, l'exploitation d'un gîte, par exemple. Est-ce que cette multi-activité aujourd'hui, elle protège ou au contraire, est-ce qu'ils sont moins pros, en quelque sorte, dans leur métier de transactionnaire et donc ils sont plutôt fragilisés? Alors, oui, il y a des personnes en multi-activité. La question, c'est quelle est la proportion des revenus qui viennent de l'immobilier? Oui, c'est ça. Globalement, ce qu'on observe, c'est que qu'ils soient en multi-activité ou pas, ceux qui ont des faibles chiffres d'affaires s'en vont. Parce que, soit dit en passant, quand même, travailler dans un réseau de mandataires, il y a une redevance à payer, donc qui est à peu près un peu plus de 2 000 € par an. Donc, si vous faites une vente par an ou 10 000 € de chiffre d'affaires par an, avec les charges et la redevance, en fait, ça ne vaut pas le coup en fait, de rester dans le réseau. Donc, on a une petite partie de la population qui est concernée par ça, mais cette partie, en fait, son discriminant, c'est pas qu'elle est multi-activité ou pas, c'est qu'elle tire, enfin, je veux dire, la source de revenus liée à l'immobilier était faible, et ceux-là, en fait, sortent naturellement du marché. Et ils vont sortir, alors chez moi, mais chez d'autres aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une. Oui, bien sûr, mais je ne pas quelle grande partie. Je le dis parce que il y a des. Mais peut-être pour préciser, parce qu'il y a un mythe, de dire les mandataires, ils sont charcutiers le matin et agents immobiliers l'après-midi. Ça n'existe pas vraiment, en fait. Il y en a quelques-uns, évidemment. C'est pas les. C'est d'ailleurs. J'ai un exemple en tête. On a un de nos mandataires qui est maintenant à 100% chez nous, qui au début était boulanger, et qui était boulanger la nuit et agent immobilier la journée. Ça a été, quand l'année où il est rentré, ça a été le plus gros producteur de moins d'un an. Enfin, le gars, il a fait 200 000 € de chiffre d'affaires dès la première année. Et quand on discutait avec lui, il nous disait, votre marché, il est facile, votre métier est plus facile que mon métier précédent, parce que moi, je faisais le pain la nuit et je le vendais la journée. Donc, il y a, enfin, je veux dire, on draine quand même. Enfin, ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on est des commerçants avec des métiers peut-être un peu différents. Et les gens qui étaient boulangers avant font parfois des très très bons agents immobiliers. Donc voilà, mais c'est quand même un mythe de dire que il y a des gros bataillons en fait de personnes en double activité qui ont un métier, qui sont chauffeurs de bus la journée et agents immobiliers la nuit ou inversement. Très clair. Alors je dis à quelques personnes qui nous suivent, qui reprochent, voilà, je mets les pieds dans le plat, qui reprochent à Christophe de faire de la promotion de son réseau, que je n'entends pas les choses comme ça. Je crois qu'il illustre que plusieurs frères à lui pourraient dire, hein, c'est-à-dire que cette structure de réseau mandataire, vous ressemblez tous, et je pense que tu nous dis des choses qui concernent aussi bien. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais préciser une chose. Je ne suis pas en train de dire que le marché il est facile du tout. Enfin, le marché, il subit un choc très violent. Ce que je dis simplement, c'est que en tant qu'entrepreneur, et je pense qu'autour de la table, on est tous entrepreneurs, enfin Gilles et l'ensemble des gens qui bossent avec Gilles, on est tous des chefs d'entreprise. Et dans ces moments de crise, en fait,
finalement, il y a deux réactions possibles. Il y a de dire c'est horrible, c'est la crise, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et il y a la réaction que Gilles a et que moi j'ai en tant qu'entrepreneur, qui est de dire c'est quoi les solutions et c'est quoi les adaptations qu'on doit apporter à notre modèle, et il y en a plein, pour que ce modèle continue de se développer. Et l'adaptation la plus importante qu'on a, c'est que, et c'est arrivé depuis 1 an et demi, on a de manière significative d'anciens pros de l'IMO, enfin on appelle ça les pros de l'IMO chez nous, peut-être qu'on a été déformés par les critiques qu'on formule à notre égard, mais globalement, en fait, des traditionnels. C'est un hommage. Les traditionnels qui nous rejoignent, et on les accueille avec grand plaisir, et on a adapté la société pour pouvoir, et les formations et le coaching, pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir leur permettre de développer en fait leur business. Donc, alors, très intéressant. Grand merci, on reviendra vers toi. Stéphanie, bon, vous avez une grande expérience je l'ai dit, de l'accompagnement, du coaching des négociateurs. Alors, on l'a dit, ces négociateurs, ils ont des statuts d'ailleurs qui sont variables. Il y a des VRP salariés, il y a des indépendants, typiquement dans les réseaux de mandataires, mais pas seulement, au service des agences aussi, qui travaillent pour des agences. Et d'ailleurs, Gilles les a évoqués, puisqu'il a tout à l'heure parlé d'un statut qu'on ne peut pas ne pas décrire aujourd'hui, qui est celui du portage. Donc, il y a le salariat, il y a l'indépendance pure et simple, et puis il y a le portage, et Gilles l'a évoqué, puisque c'est un sujet même pour les agences immobilières. Alors, vous parlez à longueur de journée, j'imagine, et je crois que vous recevez beaucoup d'appels, peut-être des appels à l'aide, des appels au secours. Comment réagissent aujourd'hui ces négociateurs, quel que soit leur statut? Comment vous pouvez les conseiller, soutien psychologique sans doute, mais au-delà en termes stratégiques, selon la situation dans laquelle ils sont? Alors, on l'a dit, Christophe a dit, il y en a qui partent. Ils quittent le secteur d'activité. Ceux-là, je pense qu'ils ne vous appellent plus. Puis il y a tous ceux qui sont entre deux, qui doivent avoir des inquiétudes, mais peut-être aussi des gens qui ont pris la décision et qui se posent des questions de retour à l'immobilier. Voilà, donc très librement, qu'est-ce que vous ressentez de cette situation de manière très concrète dans l'accompagnement que vous faites? Stéphanie, il faut remettre le micro. Et là, vous m'entendez? Ouais, très bien, c'est parfait. Donc oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que je constate? Moi, je constate vraiment deux catégories de conseillers immobiliers. Qu'ils proviennent des réseaux de mandataires ou des agences ou des franchises, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, c'est la même activité pour tout le monde. Ce que je constate, c'est vraiment la catégorie de ceux qui sont rentrés récemment dans le marché, ce que vous avez très justement dit, Christophe, qui ne sont pas faits pour ça, qui se rendent compte assez rapidement, d'autant en cette période de crise, que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils n'avaient imaginé, qu'il allait falloir travailler bien plus qu'ils n'avaient imaginé, que la double activité n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Et donc, cela quitte naturellement le navire et malheureusement se retrouve pour certains en grande difficulté. Parce que cette catégorie n'a pas forcément envisagé que ça n'allait pas fonctionner. Et on ne les a peut-être pas suffisamment bien accompagnés au départ sur le choix de leur statut. Vous voyez très bien où je veux en venir, c'est que lorsqu'on choisit son statut de conseiller immobilier de manière éclairée au départ, on fait des choix qui sont connus. Et donc, on avance en connaissance de cause. Alors, ces choix, pardon, pour qu'on soit tout à fait au clair, effectivement, et encore une fois, moi, je dis volontiers, je crois qu'on le sait, j'ai le plus grand respect pour ces conseillers indépendants, ces travailleurs indépendants qui commencent le mois avec 0 et qui doivent faire leur chiffre d'affaires de toutes pièces. Alors, aider d'un réseau, aider d'une agence, mais en attendant, c'est ça. Bon, est-ce que ils prennent leurs risques? Est-ce que tous ont pris la mesure du risque qu'ils prenaient, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont constitué une épargne? Je sais que les réseaux leur disent attention, il vous faut une épargne minimum avant de commencer. Est-ce qu'ils ont tous eu cette lucidité? Est-ce qu'ils ont compris que le marché ne pouvait pas que monter et que ça faisait 15 ans qu'il était sur cette voie? Est-ce qu'il y a cette lucidité? Est-ce qu'ils se sont protégés aussi de manière délibérée en souscrivant des protections optionnelles, sachant que l'indépendant, on le redira, par définition, c'est un entrepreneur, Christophe l'a dit, avec le risque qui va avec, quoi.
C'est ça. La problématique, c'est que ces gens-là sont entrés, on va dire, entre les fin des années 2000, début des années 2020 ou juste avant, et ont connu ces 2-3 années super fastes de l'immobilier et n'ont pas forcément anticipé que ça pouvait mal se passer. Je ne suis pas certaine, sans jeter la pierre sur qui que ce soit, loin de moi cette idée, que dans tous les réseaux et dans toutes les agences et dans toutes les marques, on leur annonce la difficulté et cette prévoyance d'avoir au moins un an de trésorerie. Je ne suis pas certaine que ce soit évoqué partout. J'entends dans les agences réunies tout à l'heure, vous avez parlé du portage salarial, qui à mon sens est une bonne solution pour commencer dans le secteur, ou même dans ces temps un petit peu sombres, hein, pour ne pas dire de crise. Si vous l'avez dit tout à l'heure, moi je préfère parler de mutation. Ça me donne plus d'énergie et d'imaginaire pour pouvoir rebondir pendant la crise. Mais je pense que si au départ on expliquait vraiment ce que c'est qu'un entrepreneur, et tout ce qu'il faut avoir prévu pour pouvoir passer une première année, voire une deuxième année d'activité. L'immobilier, c'est un marché, on le sait, ça monte, ça descend. Ce n'est pas toujours à la hausse. Si on avait un petit peu anticipé au départ lors de ces recrutements ou de ces reconversions, ou même ne serait-ce que ce dont vous parlez tout à l'heure aussi, Christophe, de ces professionnels qui avaient leur carte et qui rejoignent aujourd'hui des structures plus légères comme les réseaux de mandataires et qui, à mon sens, ont raison pour pouvoir passer ce cap un petit peu difficile, de rejoindre vraiment des structures légères. Je pense que si on les avait un peu plus accompagnés au départ, il y aurait peut-être moins de casse à l'instant T. Après, voilà, c'est mon avis et je le partage avec moi. Aujourd'hui, on va parler un peu plus précisément parce que je ne suis pas sûr que cette ingénierie sociale, que le portage, soit connu largement. Je pense même exactement l'inverse. Donc, on va faire un petit peu de didactique. C'est une voie, on l'a dit, de protection, hein, clairement, mais aussi de l'entreprise, parce qu'une entreprise, elle a besoin de collaborateurs qui sont sereins, hein, incontestablement. Alors, certains le sont en étant plus exposés au risque, d'autres non. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui quand on vient vers vous? Alors, il y a plusieurs catégories sans doute, mais qu'est-ce que vous leur conseillez lorsque, constatant ce qu'a dit Gilles ou ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire que depuis 3 mois, 6 mois peut-être, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de vente, donc il n'y aura pas de chiffre d'affaires. On sait en plus que la vente, c'est du chiffre d'affaires 3 mois après. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'il y a de la diversification à leur conseiller? Est-ce qu'ils pensent à la diversification? Tout à l'heure, on l'évoquait au niveau des agences, vendre du neuf si on vendait que de l'existant. Il y a aujourd'hui des consolidateurs d'offres dans le neuf. Est-ce qu'ils sont tentés par ça? Est-ce qu'ils sont tentés par de la formation pour apprendre un nouveau métier? Je pense à la gestion. Quand on est dans l'immobilier, on peut penser à ça. Hein. Il y a des besoins en gestion, Benjamin pourrait le dire. Les gestionnaires locatifs recrutent, les syndics aussi. Comment ils réagissent? Voilà. Est-ce qu'ils ont la tentation de trouver des voies ou est-ce qu'ils sont juste désespérés? Non, pour certains, ils ont vraiment la volonté de trouver une nouvelle voie, ou aussi ce que vous avez évoqué tout à l'heure, de changer de méthode de travail, de paradigme de travail, d'aller travailler différemment, en collaboration. Parler des agences réunies, des réseaux de mandataires, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut collaborer davantage. Peu importe l'enseigne, peu importe qui détient la carte ou pas. Partageons, il faut vraiment être dans le partage, dans la délégation, dans l'accompagnement, mais mutuel, de ne pas se fermer les portes sur la collaboration avec d'autres enseignes, mais également sur d'autres produits. On voit effectivement aller se former dans le neuf. Alors moi, je viens du neuf et j'ai toujours prôné cette formation auprès des transactionnaires, hein, de l'ancien, l'existant. Ouvrez vos chakras avec la potentialité de vendre du neuf. Bon, force est de constater qu'en 2023, le marché du neuf, c'est peut-être pas le marché le plus sexy pour commencer à diversifier. Oui, mais il y a des biens à vendre. Il y a du stock. Néanmoins, il y a encore du stock. Il y a des choses à faire dans le neuf. Voilà, il y a encore des programmes qui sortent. Je regardais quelle était l'offre neuve. Alors, bien sûr, il y en a. Mais il y a de l'offre neuve. Et là aussi, absolument. Il y a des forces de vente chez les promoteurs qui partent. Oui. Donc, il y a une volonté d'externaliser pour vendre. Donc, oui, je pense que c'est un sujet quand même. Oui, c'est un sujet, mais bon, c'est toujours bien, voilà, diversifier vers le neuf. Vous avez parlé du viager également. On s'intéresse de plus en plus à la rénovation énergétique, aller peut-être proposer des logements avec beaucoup de travaux, etc. On essaye de vraiment ouvrir son potentiel, être agile dans ce marché qui ne l'est pas vraiment, s'adapter en permanence. La formation, pour moi, est essentielle aussi parce que, Gilles l'a dit, la chose la plus difficile à muscler en ce moment, c'est le mindset. C'est vraiment le moral. Et c'est vraiment là où on va les proposer par la formation, soit d'autres méthodes
de travail, prospecter différemment, collaborer différemment, de nouveaux produits également à aller commercialiser. Et avec ce type de formation, on va surtout aller booster un truc, c'est le moral des hommes et des femmes sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, moi, force est de constater, j'en ai entre 15, allez, on va dire, j'en ai 20 par semaine au téléphone que j'accompagne individuellement. Et ils ont vraiment besoin qu'on les tire vers le haut, qu'on leur dise oui, effectivement, il y a une crise. Surtout pas leur mentir sur les chiffres, ça commence à bien faire. Hein. Quand on est bien informé, on peut avancer sur son marché. Donc leur dire oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, il faut vous former davantage, être plus présent, être plus visible sur le terrain. Et de toute façon, il va falloir la passer cette période. On ne va pas se mettre dans un terrier, un coussin sur la tête en attendant que ça passe. Et quand on arrive à motiver vraiment psychologiquement quelqu'un, un conseiller ou une conseillère, un agent immobilier sur le terrain, on a réussi quelque chose. La personne se remet en mouvement, se remet au travail, va aller rencontrer d'autres personnalités sur son secteur pour être visible, développer sa notoriété, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se tienne main dans la main, les uns les autres, et qu'on avance ensemble. Et je reviens aussi sur le statut, parce qu'en fait, vous avez posé plein de questions. Oui, je sais, il y a beaucoup de sujets. Sur le statut, moi, quand je vais rencontrer quelqu'un qui s'interroge sur son statut à l'instant T, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis 15 ou 20 ans, qui est indépendant, entreprise individuelle, alors l'impôt sur les sociétés, pas les sociétés, etc. Ça va dépendre du conseil du comptable ou pas. Il est pertinent de voir quels sont leurs revenus, mais leurs autres sources de revenus. Certaines personnes ont du revenu du patrimoine. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que le conjoint a de l'argent, pas de l'argent? Quelle est leur situation globale? Et à partir de là, faire une étude financière, une étude d'ingénierie salariale, voir est-ce qu'il est plus pertinent pour cette personne de rester indépendante et de payer ses assurances privées, prévoyance et prévoir la retraite aussi, parce que le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui n'amène pas grand-chose. Nous sommes tous d'accord sur le sujet et les conseillers immobiliers ne sont pas suffisamment informés sur ça. Donc cette partie-là, et surtout la partie, toutes mes commissions, tous mes honoraires, je peux les transformer en salaire. Donc je continue à cotiser en tant que salarié, j'ai une protection sociale qui se construit, des droits au chômage qui se réinitialisent ou qui se constituent. Enfin, le portage salarial, à mon sens, aujourd'hui, est peut-être la solution, je mets des guillemets, anti-crise, mais en tout cas, si certains étaient rentrés en portage salarial il y a quelques mois, voire 2-3 ans, seraient moins en difficulté aujourd'hui. Juste une chose, pour être très didactique, je disais que je ne suis pas sûr que je maintiens ce dispositif soit bien connu. Vous nous le décrivez en 3 phrases. Oui. C'est quoi le portage en 3 phases. Alors, je dis toujours avec beaucoup d'humour que c'est un ménage à 3 qui se passe bien. Donc, le conseiller immobilier qui est indépendant, entrepreneur et qui va aller travailler pour le compte d'un porteur de carte de transaction ou un porteur de carte G également, hein, c'est possible. Donc, il va être mandaté. Et la société de portage va permettre à ce conseiller immobilier de facturer pour lui. Il va facturer pour lui l'agence, le détenteur de la carte T à chaque fois qu'une transaction aura lieu. Et avec ça, avec cette facturation, il transforme les commissions en salaire, donc avec toute l'ingénierie salariale qu'il y a derrière. D'accord, très bien. Donc, il y a une triangulation. Il y a une société qui fait de l'ingénierie sociale, on va dire. Hein, c'est la société dite de portage. Il y a l'agence immobilière qui recourt par des missions qu'elle confie, hein, finalement, à un travailleur qui est donc un salarié, mais qui a toute l'indépendance que peut avoir Il est salarié de l'agence de portage, oui. Il n'y a aucun lien de hiérarchie avec le détenteur de la carte. Continue à faire son activité. C'est-à-dire qu'il se paye lui-même son contrat salarié, en quelque sorte. D'accord. Parfait. Bon, on pourrait y revenir, mais c'est très clair. Une question sur la formation, parce qu'on peut être choqué. On parle là de femmes ou d'hommes qui aujourd'hui n'ont pas les ressources qui les feraient vivre honorablement. La formation, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas chère? On peut y accéder. Je pourrais répondre moi-même, hein, ça, je vous le dis. Mais c'est un sujet, je ne suis pas là pour intervenir sur la formation, mais pour vous faire dire ce qu'il en est. On a aujourd'hui accès à des modules de formation, de diversification qui ne sont pas chers. On peut, même si on n'a pas des gros moyens, entrer dans la logique de la formation. Oui, absolument. Il y a du financement de la formation, des réseaux importants favorisent la formation, des parcours de formation très détaillés, très accompagnants, vraiment très, très professionnalisants. Voilà, et j'espère qu'à force de pousser sur cette extrême technicité de la formation, on verra le décret d'obligation de formation paraître dans quelques temps. Parfait. Alors, je vais donner, on reviendra vers vous aussi, Stéphanie. Fabrice Arseneau, merci de ta patience. Pour me faire pardonner, je vais vous faire sourire, mais parce que ça s'applique à toi, avec une citation qu'on prête à De Gaulle, et il paraît qu'il ne l'aurait jamais dit.
mais enfin, certains pensent qu'il a dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, Fabrice Arseneau, c'est un chercheur qui trouve, voilà, hein, qui nous donne des solutions, qui écrit des articles, des livres, je l'ai dit, des manuels. Il est avec nous ce soir pour être extrêmement concret. Donc, quel regard tu portes, alors, en spécialiste de la stratégie, sur cette situation? Qu'est-ce que tu conseillerais alors, à une agence immobilière, à une structure, on l'a dit, peut-être aussi à un réseau de mandataires, d'ailleurs, hein, qui en soi est une structure au service d'indépendants. Voilà, qu'est-ce qui peut aujourd'hui armer pour réagir à cette baisse d'activité? Et encore une fois, on n'est pas là pour faire de l'économie, mais chacun a donné son point de vue. Et j'observe que chacun considère que la période d'étiage va durer. Hein, et donc, ce qu'on se dit là, c'est pas pour 15 jours ou un mois, c'est effectivement de prendre de nouveaux réflexes pour une période sans doute relativement longue. Merci Henri. Oui, mais vraiment tous ces témoignages sont assez intéressants. Et moi, si je vais effectivement élargir la focale, essayer d'avoir un regard un peu plus global, parce qu'on a une crise économique violente, effectivement, mais c'est une crise. Et dans toutes les crises, il y a des hauts et des bas. Et effectivement, hein, Schumpeter aimait bien raconter, c'était pas De Gaulle, mais c'était l'idée de la destruction créatrice. Donc, ce qui va se détruire va renaître. Et donc, on est dans des cycles. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va mal. Mais là, la particularité, et l'ensemble de mes collègues économistes le notent, c'est qu'on n'est pas seulement dans des crises conjoncturelles, c'est que la succession des crises conjoncturelles transforme le contexte en espèce de crise structurelle sur plusieurs niveaux. Et donc, elle n'est pas seulement économique, elle est sanitaire. Avec le confinement, il a fallu passer les crises sanitaires. C'est géopolitique, c'est écologique. Donc, à chaque fois, il y a des résiliences, des modèles de résilience adaptés, des solutions adaptées. Là, la crise économique, elle est violente. Mais et donc, chacun a ses réponses, a ses propositions avec des nouveaux modèles d'affaires, avec des manières de repenser la valeur ajoutée, on y reviendra, on l'a vu, il y a plein d'exemples. Hein. Mais ce que je trouvais intéressant aussi en vous écoutant, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une autre crise, deux crises, une dont vous n'avez pas du tout parlé et qui me semble apparaître au loin, et une crise dont vous avez beaucoup parlé et qui n'a pas été nommée. Celle qui va apparaître, c'est la crise technologique, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et la révolution que ça pourra avoir dans les métiers. Et donc, comment on anticipe ça sur l'expérience client, sur le sourcing, sur tous ces éléments-là? Comment est-ce qu'on va repenser un petit peu la valeur ajoutée des agents au travers des tâches qui pourraient être faites par l'IA. Et moi qui suis enseignant, je suis confronté à ces problématiques-là directement auprès de mes étudiants qui maintenant me rendent des copies de ChatGPT. Donc très rapidement, les annonces, il y a plein de choses qui vont être faites par… Mais tu t'en aperçois. Du coup, je change. Ce qui est intéressant, c'est les pratiques. C'est que je change ces pratiques-là. Je ne vais plus demander ce que je demandais auparavant. Je leur demande des choses beaucoup plus créatives, des choses que chaque personne va avoir du mal à réaliser. Donc, ça va aussi transformer non seulement les pratiques, mais le mindset, vous le disiez Stéphanie, et la manière de repenser un petit peu notre valeur ajoutée, la valeur ajoutée de tous ces intermédiaires qui ont été confrontés à plein de crises. Hein. Il faut voir que et là j'en viens à ma dernière… dernière crise, c'est la crise de l'image, de l'immobilier. Et je trouve que c'est un secteur, l'immobilier, qui est quand même passé par des choses pas faciles. L'agent immobilier, ça a été annoncé dans des recherches dans les années 70 aux États-Unis, était vu vraiment comme un rentier de l'information. Il bénéficiait d'une information que les autres n'avaient pas, du coup, il pouvait pratiquer des prix totalement injustes et exploiter un peu ces défiances de marché à son propre profit. Et puis sont arrivées les transactions directes où on a commencé à réinterroger la valeur de l'agent immobilier au regard des transactions directes, puis les réseaux de mandataires, et donc régulièrement… Et l'open data aussi. Et l'open data, et voilà, et tous ces nouveaux intermédiaires, quand Meilleurs Agents est arrivé, quand Seloger est arrivé,
ils ont réintermédié les intermédiaires en place. Donc, on avait un fantasme en économie qui était celui de la désintermédiation, où l'acheteur allait rencontrer le vendeur. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait rajouté des couches d'intermédiation pour capter de la data, capter de la valeur ajoutée et recréer des flux contrôlés. Donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas du tout facile d'estimer et d'anticiper ce qui va se passer. En revanche, on sait qu'il va falloir faire attention à ça, ça, ça et ça. Donc, il y a les nouveaux entrants avec des nouvelles pratiques, des nouveaux entrants avec de nouvelles compétences. L'intelligence artificielle arrive et il faut la penser. Et donc, dans la crise de l'image de l'agent immobilier, c'est effectivement cette image de l'utilisateur d'une rente d'information qui, en fait, doit travailler justement sur cette valeur ajoutée. Il demande des commissions élevées, effectivement, mais quand on dit bonjour à un avocat, ben ça coûte tout de suite 200 €. Quand on dit bonjour à un agent immobilier, ça ne coûte pas 200 € et il peut travailler pendant 2 mois et ne jamais être payé. Donc, il y a une manière de parler de son travail, d'être plus transparent, et donc dans tous les modèles d'intelligence artificielle, ça permet de se réinterroger sur ce qu'on fait et comment on le fait et comment on va le valoriser. Donc, c'est aussi intéressant en termes de regard sur soi, en termes de valeur, miroir. Et puis, le deuxième niveau d'image que je trouve en crise, c'est quand j'ai entendu que les politiques ne nous écoutent pas, nous n'attendons plus rien des politiques. Et effectivement, dans mes jeunes années, j'ai été amené à croiser des polytechniciens. Et déjà à l'époque, je parlais d'immobilier. Et l'image du secteur immobilier, c'était, dont évidemment les agents immobiliers sont des rentiers d'information et les propriétaires fonciers sont des rentiers d'un bien immobilier qui fait de la capture d'épargne à défaut de l'injecter dans de l'industrie. Donc, c'est cette image-là qui perdure encore, qui est l'idée que le secteur immobilier capte de la valeur qui, sinon, irait inonder l'économie française. Et le président Macron n'est pas polytechnicien, mais qu'il pense identiquement. Hein. Oui, bah c'est un petit peu pour ça que je dis ça. C'est qu'en fait, je pense que c'est une image d'Épinal qui est largement partagée chez les conseillers de Bercy et les conseillers de différents niveaux. Et ça pouvait être le cas un certain temps. Et encore, hein, nous avions Raymond Barre, il me semble-t-il, si on pense, qui disait que quand le bâtiment va, tout va. Et quand le bâtiment ne va pas, c'est compliqué. Donc, en réalité, je pense qu'il y a un travail d'image, un travail de marketing de l'immobilier au sens du secteur, marketing du secteur de l'immobilier à opérer aussi. C'est pourquoi est-ce que, en fait, c'est pas que de la captation d'épargne. Pourquoi est-ce qu'il y a toute une industrie, toute une économie de services, une économie réelle, une économie non délocalisable, une économie qui fait du bien au niveau indirect en fournisseurs, prestataires de fournisseurs. Et il y a tout un réseau local qui se dessine au travers de l'économie de l'immobilier. Et ce n'est pas simplement le petit regard de la transaction. Donc, voilà, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir cette manière de regarder cette crise et avec, bien entendu, ce que vous avez présenté, des indicateurs économiques un peu drastiquement difficiles d'un point de vue économique aujourd'hui, mais il y avait plein de travaux aux États-Unis qui étaient faits pendant les crises où ils montraient qu'il y avait un problème de santé mentale aussi. C'est des populations, les agents immobiliers, qui sont confrontés directement à une source de revenus qui, si elle n'existe pas, ils ne peuvent pas continuer à payer leurs dettes et mener une vie qu'ils voulaient. Donc, il y a toute une mesure aussi qui est extra-financière, extra-économique, qui est, je pense, aussi importante à prendre en compte au-delà du réseau. Sur les data, effectivement, et on va y revenir très concrètement avec Christophe ou Gilles ou Stéphanie. Est-ce que tu considères, à quelque chose de malheur et bon, que cette crise peut faire prendre conscience que cette richesse que sont les données qu'on a sur les clients, typiquement, on a beaucoup reproché, c'était pas volé aux négociateurs, aux agents immobiliers d'être beaucoup dans l'instant, c'est-à-dire de ne pas constituer de fichiers, de richesses, de ne pas revenir vers leurs clients antérieurs, etc. Est-ce que cette exploitation des data, on va mieux la faire dans cette période? On entend tous les patrons de réseau dire on va mieux travailler, on va revenir sur les fondamentaux. Bon. Est-ce qu'effectivement on va faire cette exploitation des data? Je pensais aussi à une chose sur laquelle je vais vous faire réagir, c'est le partage des mandats exclusifs. Bon.
Est-ce qu'il y a des réflexes aujourd'hui de partage, ça a été dit par chacun, de solidarité, mais aussi de partage commercial de la richesse de la donnée, parce qu'elle est plus rare, et donc il faut savoir aller la chercher là où elle est. Alors, je ne vais pas répondre à la deuxième question, mais à la première, sur les datas, ça me paraît, là, ça va être le crash test. Hein. Pour moi, c'est absolument évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le business sans récupérer des informations sur les clients. Et il y a dans les modèles d'expérience client et justement de ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle demain, c'est des éléments sur la réactivité, sur l'empathie, sur l'alignement d'intérêts, la transparence. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est l'extension de la relation. Vous le trouvez tout ça dans le bouquin, mais c'est l'idée que on a un ami dans l'immobilier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse petite phrase, mais un ami, c'est quelqu'un qui va savoir plein de choses sur soi. Et donc, c'est pas simplement, on va passer, et c'est quand même intéressant de voir quel terme est utilisé. On parle de transaction. Transaction, ça veut dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, et on s'arrête. C'est transactionnel. Et il faut passer, je pense, un jour au modèle relationnel. C'est-à-dire, on va créer une relation. Aux États-Unis, ils sont très en avance parce que c'est un lien qui est avec l'agent immobilier de l'offre ou de la demande. Mais ce modèle relationnel me paraît absolument indispensable. Merci beaucoup. Christophe et puis Gilles, sur le réflexe de partager les mandats. Alors, je vous donne un seul chiffre. C'est un mandat sur 5 en France, détenu par un professionnel, que ce soit un négociateur dans un réseau, que ce soit un agent immobilier, qui est de nature exclusive. Voilà. Bon. Et évidemment, moins d'1 sur 5 est partagé. Est-ce qu'il y a un réflexe aujourd'hui de partager les mandats exclusifs, de partager la ressource? Christophe et Gilles, dans les mêmes termes. Alors, chez nous, le taux de mandat exclusif, c'est plutôt 40% maintenant, mais on avait commencé à 20% il y a quelques années, donc ça s'est largement amélioré. Et en fait, c'est un peu consubstantiel au réseau même que de partager. Donc, en fait, mes négociateurs, ils partagent entre eux les mandats, et localement, ils peuvent faire de l'intercabinet. Et localement, parfois, ils font partie aussi enfin, ils sont sur des plateformes MLS à la française, même si c'est pas quelque chose de systématique. Et nous, on estime qu'il y a à peu près 20% de nos ventes qui se font en intercabinet, soit avec 2 mandataires du réseau Efficity, soit avec une agence externe ou un mandataire dans notre réseau, mais souvent avec des agences locales traditionnelles. D'accord, c'est clair. Gilles, le réflexe de partage de mandat exclusif, est-ce que tu le sens monter au sein des agences réunies, notamment, ou plus largement dans la profession? Alors moi, je ne le sens pas monter. Il est installé depuis des années. Celui qui ne partage pas ses mandats aujourd'hui, il n'existe plus dans très peu de temps. En fait, au niveau des agences réunies, je prends l'exemple de notre groupement, nous avons des agents qui non seulement font partie du groupement Agences Réunies, mais sont aussi sur l'AMEPI. Pourquoi? Parce que sur certaines régions, l'AMEPI est très importante et bien implantée. Et c'est vrai que le fait de partager un mandat aujourd'hui est indispensable. Et je vais même plus loin. Moi, je préconise de partager même les mandats non exclusifs. Pourquoi? Parce que il est clair que si sur un mandat, alors s'il y a 6 ou 7 intervenants, ça ne sert à rien. Mais s'il y a 2 intervenants sur un mandat, pourquoi ne pas essayer même de partager un mandat qui n'est pas exclusif? C'est pas gênant. Je vais même aller plus loin. Même au sein du réseau, on partage même les acquéreurs. C'est-à-dire quand on a une recherche bien précise, eh bien, on demande et on interroge les autres membres pour leur demander s'ils n'ont pas un bien qui correspond à la recherche de notre acquéreur, parce que notre acquéreur, des fois, est vendeur. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a un confrère qui a fait un intercabinet avec une agence sur Orléans, et cet intercabinet, il était très simple, c'était juste une recherche d'un de ses clients qui avait besoin, tout simplement parce qu'il y avait une mutation, de trouver un logement à Orléans. Très bien. Eh bien, le fait de trouver ce logement a permis
au premier, donc de vendre son appartement sur la région parisienne. Donc en fait, c'est tout ça et on est dans l'obligation de partager. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, l'agent immobilier qui est tout seul dans son coin, s'il ne partage pas, s'il n'échange pas, il va avoir des grosses difficultés à traverser cette crise, c'est évident. Et puis pour revenir à la data, ce qui est très important, et je suis effectivement, pour ce que disait Fabrice, c'est vrai que la data est hyper importante. Moi, je vois au sein des agences de la compagnie immobilière par an, sur la région parisienne, 7 ventes sur 10 provient de notre fichier d'acquéreur. 7 ventes sur 10, ça veut dire que dès que nous avons un bien alors, de qualité, un mandat bien travaillé, qui arrive sur le marché, la première des choses avant de passer des annonces sur les portails, c'est de contacter nos propres clients sur un fichier qui est travaillé, puisque c'est des gens qu'on connaît, que nous avons rencontrés, on sait exactement ce qu'ils recherchent, et on fait ce qu'on appelle la vente privée, c'est-à-dire en avant-première, on contacte d'abord nos fichiers. Et je vais même aller plus loin, je vais contacter aussi le fichier de mes confrères sur le secteur en leur disant « j'ai un bien en exclusivité, vous n'en voulez pas, est-ce que vous avez quelqu'un ?» Donc, c'est pour une question de rapidité et d'efficacité, c'est indispensable aujourd'hui, c'est clair. Et on peut imaginer là aussi que ces réflexes d'exploiter les données dont on dispose, en fait, vont croître plutôt dans cette période. En tout cas, c'est une nécessité. Ah ben, c'est indispensable. Comment tu augmentes ton chiffre d'affaires si tu restes avec tes propres mandats, dans ta propre agence, dans ton secteur, alors que je prenais l'exemple tout à l'heure de notre groupement qui a mis en place tous les services additionnels comme le viager, le neuf, le bureau, le commerce, la vente de fonds de commerce, même la transformation de logements, de bureaux en logements et vice-versa. C'est aujourd'hui, c'est de la valeur ajoutée et c'est surtout une augmentation du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, ça veut dire trésorerie et on en a besoin aujourd'hui. Christophe, je disais que désormais, Efficity que tu as créé était dans le giron d'Emeria. Alors, Emeria, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est voilà, le nom de la structure faîtière dans laquelle il y a Foncia. Hein, si on dit Foncia, c'est plus simple. Synergie aujourd'hui, est-ce que c'est pour en venir à d'autres situations que la tienne qui est particulière, mais tu es à proximité immédiate d'un grand administrateur de biens. Est-ce qu'il y a des synergies avec les portefeuilles de gestion locative des cabinets Foncia, avec les portefeuilles de copropriété? On sait qu'il y a des transactions dans les copropriétés. Elles ne sont pas toujours captées par le syndic, notamment s'il ne fait pas de transaction. Voilà. Est-ce qu'il y a une synergie avec ce grand acteur de l'administration de biens? Non, enfin oui un peu, mais en termes de réflexion et de bonnes pratiques. En revanche, Foncia, ou Emeria, Foncia pour ce qui est de la marque commerciale, en fait, a également son service de transaction, tu vois, donc je n'interviens pas du tout dessus. En revanche, c'est un petit peu la reconnaissance en fait d'un acteur historique du secteur que d'avoir un réseau de mandataires en son giron. Mais il n'y a pas on discute beaucoup ensemble, on réfléchit beaucoup ensemble à la fois en termes de techno, de stratégie et de bonnes pratiques, mais en revanche, nos business sont assez séparés les uns des autres. D'accord. Et est-ce que, alors pour dire les choses différemment, est-ce que les consultants, je crois que c'est le mot chez Efficity, c'est ça, consultants, ont le réflexe de travailler avec des administrateurs de biens qui n'ont pas de service de transaction ou dont la force de frappe en transaction doit être complétée, par exemple en copro, en gestion locative? Ils le font, mais c'est des initiatives individuelles, tout comme ils dressent un portefeuille d'apporteurs d'affaires local. Donc ils le font, mais c'est vraiment des initiatives locales et individuelles. D'accord, c'est clair. Stéphanie, sur ce sujet des synergies avec d'autres acteurs de l'écosystème, alors on évoquait tout à l'heure les courtiers, voire les banquiers, on parle là des administrateurs de biens, mais je pensais aussi, on ne l'a pas évoqué, la commercialisation peut-être de parts de SCPI. On a évoqué beaucoup de choses avec Gilles, hein, des produits très nombreux. Est-ce que ça, vous le conseillez? Est-ce qu'il y a une perméabilité? Est-ce qu'un conseiller se dit oui, je peux faire? Ou est-ce qu'il faut franchir un barrage et il ne le fait pas?
Parfois franchir, vous m'entendez là, c'est bon, j'ai remis le micro. Ouais. Il faut parfois passer un barrage, encore une fois, qui est psychologique. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement émotionnel. Et une fois que le barrage est passé, ben, on est en mode apprentissage. Et oui, ils ont une volonté vraiment de se diversifier et d'aller vers d'autres marchés. Après, il y a eu aussi une chose, vous avez parlé de partage de mandats. Pour se diversifier, c'est aussi se réunir avec tous les métiers transverses de l'immobilier, aller chercher de la synergie. Il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui en termes de regroupement, de réseau, qui permet de pouvoir collaborer les uns avec les autres, peu importe l'enseigne, encore une fois, et peu importe la crèmerie pour laquelle on travaille. Je suis vraiment un animal de réseau et j'invite tous les conseillers qui sont un peu en difficulté à vraiment développer leur réseau et leur réseau ouvert aux métiers transverses et connexes dans toute l'industrie de l'immobilier. Voilà, je pense. Vous rencontrez aussi on parlait tout à l'heure, c'est intéressant, de ces agents immobiliers qui, dans cette période, veulent s'alléger de la structure. Oui. Alors, cela dit, ça veut dire quand même qu'on perd ce qui incontestablement est un atout, c'est-à-dire on a pignon sur rue, on est connu, on est ancré dans un territoire. Vous disiez tout à l'heure, ou c'est peut-être Christophe, ça peut être une période transitoire, avec un retour, une réversibilité possible, même si ce n'est pas facile, parce que autant fermer une agence, malheureusement ça se fait assez vite, autant rouvrir un commerce, c'est beaucoup plus complexe. Comment vous voyez vous assistez à des situations comme ça où on va quitter la structure de l'agence en se disant j'y reviens ou en se disant j'y reviens pas? Force est de constater que tous ceux qui ont quitté leur agence pour intégrer des réseaux de mandataires sont restés dans les réseaux de mandataires. Hein. L'effervescence est rarissime. En tout cas, à ma connaissance, depuis 7 ans où je suis dans la formation, je n'ai pas vu quelqu'un reprendre sa carte. Après, on l'entend, hein, moi qui échange beaucoup avec mes confrères et mes consoeurs formateurs, certains sont tellement désespérés en étant agent co, se disent je vais prendre ma carte, j'aurai peut-être plus de pouvoir. Donc on les ramène dans la raison en leur disant c'est peut-être pas le moment, profiter des structures légères, des coûts allégés que proposent les réseaux. En fait, peut-être pour ajouter un petit point là-dessus, je pense que les réseaux de mandataires sont beaucoup plus redistributifs, hein, et monter sa propre agence, qui présente des avantages, hein, coûte aussi beaucoup plus cher que de rentrer dans un réseau de mandataires. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique ça. Et enfin, pour rebondir sur ce que disait Fabrice, aujourd'hui, pour être notoire localement, il y a aussi les réseaux sociaux, et l'addition d'une présence terrain forte, locale, qui peut être, je ne sais pas, Henri Buzicazo by Efficity, par exemple, avec sur des affiches, est aussi, enfin, je ne sais pas si c'est aussi puissant que d'avoir une agence, mais en tout cas, a un impact. En fait, l'addition entre des réseaux sociaux locaux et une présence locale, une expertise locale, est aussi un moyen nouveau, en fait, d'affirmer sa présence sur un business qui est quand même très géolocalisé. Sur les datas, je voudrais dire quand même, et c'est pour vous faire sourire, qu'il y a 4 ans, j'ai demandé une estimation de l'appartement que j'occupe à Efficity et que je reçois tous les 15 jours une actualisation de cette estimation. Voilà. Donc, je voudrais saluer. Je la fais personnellement pour toi, tu sais, Henri. Mais je pense que vous faites pour tous les clients et voilà, je trouve ça très bien. C'est un clin d'œil. J'aurais pu la demander aussi à d'autres. Je ne veux pas ici faire de publicité excessive. Gilles, sur ce transfert d'agents immobiliers, alors, on peut peut-être commencer par des négociateurs, évidemment, salariés d'agences immobilières qui peut-être, on va être très clair, je vous donne un chiffre, hein, les salariés, les VRP salariés pour la plupart, constituent, allez, on va dire, entre 10 et 20 000 personnes. Les chiffres ne sont pas très stabilisés, contre 90 000 agents commerciaux dans la filière sur le résidentiel. Donc, on voit que le statut dominant, c'est bien sûr l'agent commercial aujourd'hui. Alors, dans les agences réunies, est-ce que les deux statuts cohabitent? Je pense que oui, mais tu vas nous le dire. Et est-ce qu'on voit effectivement des salariés qui peut-être ne le sont plus, et qui vont basculer vers des réseaux de mandataires? Et est-ce qu'on voit même des patrons d'agences se dire, moi, je ne peux plus supporter le poids de la structure et je veux m'alléger? Alors, pour répondre aux 3 points. Alors, pour répondre aux 3 points, agences réunies, nous n'acceptons que des agences avec vitrine sur rue. Aujourd'hui, nous acceptons des agences digitales.
Pourquoi? Parce que on s'est aperçu, par exemple, pendant la période du Covid, que certaines très bonnes agences avaient des difficultés, parce que on dit souvent les mauvais vont partir, mais c'est faux, et tu le sais très bien, il y a des bonnes agences qui malheureusement ont des difficultés, et avaient fermé boutique pour se mettre directement à leur compte dans leur appartement ou dans un bureau, voilà, tout seul, sans négociateur, et avec leur cadre professionnel, et décider de continuer. Donc ces agences immobilières, nous en avons dans le groupement Agences Réunies. Ce ne sont pas des mandataires, c'est vraiment l'agence qui a la carte professionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour parler de mandataires, nous travaillons aussi avec des mandataires. Moi, à titre personnel, sur mes agences, je fais des intercabinets avec des mandataires parce que, comme le disait Christophe et aussi Fabrice, le réseau est très important, voire essentiel aujourd'hui. Alors, le partage des informations, des datas, etc., c'est très important, mais si c'est pour le partager avec 5 ou 6 personnes, ça ne sert à rien. Moi, le fait d'être directeur général du groupement Agences Réunies, du groupe Parents, de la FNAIM, de la Chambre des experts, etc., tout ça, c'est un partage et un échange, mais c'est aussi un réseau. Et c'est très important, la communication sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Il faut être vu, il faut être reconnu, et c'est vrai que quand on a un bon mandat, une bonne information à transmettre, il y a des retours, systématiquement. Et puis, je connais aussi des agents immobiliers qui étaient aussi agents immobiliers qui n'ont pas voulu reprendre une carte, qui se sont mis mandataires et qui continuent à travailler. Donc, effectivement, en fait, je dirais c'est en fonction du positionnement de chacun et en fonction de sa situation personnelle. Maintenant, j'ai eu personnellement plusieurs collaborateurs qui sont partis de chez moi au bout de quelques années pour passer mandataire et je sais qu'ils ne sont pas restés. Voilà. Mais j'ai eu de l'autre côté aussi une personne qui est venue travailler chez moi qui était mandataire et qui travaillait très très bien. Et malheureusement, la période a fait que son chiffre d'affaires n'a pas évolué, mais en période de crise, quand on n'a pas de réseau et qu'on vient de travailler chez soi, quand on travaille chez soi pendant toute une journée et qu'on voit personne et qu'il n'y a pas d'échange, c'est compliqué. Il y a réseau de mandataires et réseau de mandataires. Et Christophe est parfaitement au courant. Et comme tu disais, quand tu disais qu'il y avait 200 réseaux de mandataires, en réalité, il n'y en a pas 200. Il y a plusieurs dizaines, vingtaines de mandataires. Voilà, mais pas plus. Mais sérieux, quoi. C'est comme les agences immobilières, mais sérieuses, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je voudrais, parce que pour moi, je constate que le temps a passé, mais surtout qu'on s'est dit vraiment beaucoup de choses et je voudrais vous en remercier. Il y avait quelques questions, je les ai intégrées à mon propre propos. Il y a des messages de gratitude et je voudrais aussi insister sur la phrase que tu as prononcée. Pour moi, je ne supporte pas, là je le dis très personnellement, les phrases qui consistent à dire cette crise va nettoyer de ces mauvais acteurs l'immobilier et les bons vont rester et s'en porter mieux. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Voilà, je dis volontiers, si le cancer n'emportait que les méchants et les imbéciles, ça se saurait. Voilà, donc une crise malheureusement a des effets aussi sur de bons acteurs, peut-être même prioritairement sur ceux qui ont fait des investissements, qui ont développé, qui se sont exposés aussi à des risques. Voilà, donc je crois que ce débat, on l'a fait précisément parce que des bons acteurs méritent largement qu'on s'adresse à eux. Fabrice, vous voudrez dire oui, je voulais aller même un petit cran effectivement au-delà sur ces, parce que ça vient de pas mal d'économistes, hein, ces choses-là, voilà, les mauvais s'en vont et puis ceux qui ont les épaules larges vont rester, et vous allez voir ceux qui ont l'intelligence et la rationalité de pouvoir comprendre le marché vont rester et puis après ils vont repartir encore plus fort. Effectivement, on a cette perspective-là qui est développée, mais l'autre, c'est aussi que du coup, il y a des pans entiers des industries qui peuvent s'écrouler et ça s'est fait par exemple dans la santé où on a tout d'un coup tout délocalisé ailleurs. Et en cas de crise, on se retrouve à être dépendant d'ailleurs. Donc si demain l'industrie immobilière française n'est pas capable de réagir de manière correcte et positive, ça veut dire qu'on va déléguer les datas à Google, qu'on va déléguer la construction, la promotion immobilière à la Chine, qui reviendront en N+2 avec de grands principes pour nous expliquer comment est-ce qu'il faut faire. Donc il y a aussi des problématiques de souveraineté qui sont aujourd'hui très prégnantes et qui sont importantes autant dans la data que dans l'économie réelle, on va dire, et qu'il faut intégrer à l'aune des différentes crises qu'on a passées. Et de protection de l'appareil industriel Absolument. au service. La stratégie industrielle nationale, c'est vraiment important aujourd'hui.
Merci beaucoup, Benjamin. Tu auras le mot de la fin comme il se doit et il t'appartient aussi de nous donner la date de prochain débat. Moi, je vous remercie encore une fois, Gilles, Christophe, Fabrice et Stéphanie, de votre grande sincérité et de votre expertise. Merci Henri, merci à tous. Je crois qu'on a vraiment fait une analyse terrain. C'est en ça que j'ai trouvé cette conférence extrêmement intéressante. Et je pense que tous ceux qui l'ont regardé en retireront beaucoup de choses. J'ai retenu la destruction créatrice. Alors en ce moment, je comprends bien la destruction. Je comprends moins le côté créatif de la chose et les nouveaux métiers qui vont se créer. En tout cas, merci à tous et la prochaine réunion est le 21 novembre et on vous informera du thème très, très rapidement. Merci beaucoup. Bye bye. Merci Henri, merci à tous. Merci à vous tous. À bientôt, plaisir. Merci de votre bonne humeur aussi, malgré voilà. le sérieux du thème. Full power.